It's tea time. Let's go. I don't wanna be anything other than what I've been trying to be lately. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un week-end spécial série télé. Et celle-là, ça faisait longtemps que je vous l'avais promis, vous avez été nombreux à me la réclamer. Nous allons parler ce week-end de la série Les Frères Scott, One Tree Hill pour les anglo-saxons. Donc aujourd'hui sera uniquement consacré aux acteurs principaux de la série. Et demain, on parlera du tournage horrible qu'ont subi les acteurs, puisque oui, malheureusement, j'adorais cette série, mais alors les coulisses sont atroces. Donc ça, ce sera pour demain. Dès lors, avant d'attaquer ce week-end, je tiens à remercier notre partenaire de tout cœur. Il s'agit de Nextory. Vous les connaissez, je vous en parle très souvent. On travaille souvent ensemble et c'est toujours avec un immense plaisir que je vous recommande cette plateforme qui est la seule plateforme où vous pouvez lire en fait tout ce que vous voulez, à savoir des romans. Vous avez aussi de la presse pour vous tenir au courant de l'actualité. Vous avez également les formats audio, des podcasts, et à chaque fois je vous fais 3 petites recommandations et là il y en a une, franchement ça a été mon coup de cœur, je vais pas dire de l'année parce que j'ai eu de très bonnes lectures cette année, mais ça a été mon coup de cœur de cet été. Il s'agit de Mary-Jane. Si vous aimez les romances avec des personnages quand même assez torturés quelque part, qui mettent des années à se trouver et à ce que, enfin voilà, c'est compliqué quoi. Franchement lisez Mary-Jane, j'ai vraiment adoré. C'est épicé, je préviens quand même pour ceux qui n'aimeraient pas ce style-là. Mais vraiment, vous pouvez passer outre parce que l'histoire en elle-même, elle est vraiment super. Enfin, moi, en tout cas, j'ai adoré. Et d'ailleurs, c'est un coup de cœur de la rédaction Nextory. Je suis complètement d'accord. Dans un autre style, ils ont mis, je savais même pas, il y a les contes interdits. En fait, c'est des réécritures de contes version gore. Alors moi, j'ai commencé avec Blanche-Neige. C'est pas du tout comme le dessin animé, c'est pas Disney. C'est vraiment une réécriture version macabre des contes. C'est génial. Et là, vous en avez plein sur l'application. Vous avez Peter Pan, vous avez Réponse. Enfin, il y a vraiment tous les contes qui ont été réécrits. Version spooky, macabre. C'est très dérangeant. C'est vraiment barré. Mais moi, j'ai adoré. C'est vraiment très spécial. Faut aimer le genre. Et dans un tout autre style également. Là, c'est une amie à moi qui m'a recommandé cette lecture. Vous les avez sur Nextory. Il s'agit de Erectus. Alors, c'est classé dans la catégorie thriller. Il y a le 3 qui est sorti il y a pas longtemps. Là, vous avez les 2 premiers de disponibles sur l'application. C'est un virus en fait qui frappe le monde et les gens contaminés régressent au stade d'homme de Cro-Magnon. À ce qui paraît, c'est juste une dinguerie. Donc voilà, ça en tout cas c'est ma prochaine lecture. Là, je l'ai pas encore lu, mais les avis à ce qui paraît sont vraiment génialissimes. Donc voilà mes petites recommandations pour ce mois-ci. Et pour profiter de ces recommandations, grâce à Nextory, j'ai une offre de 45 jours à vous proposer grâce au lien qui s'affiche juste ici, mais que je vous mettrai également dans la barre d'infos. Franchement, profitez-en. Pour ceux qui sauteraient le pas et qui donc se lanceraient dans mes recommandations, n'hésitez pas à me donner votre avis. Je serais très très contente. Encore merci à Nextory de sponsoriser cette vidéo. Et maintenant, c'est parti. Alors, on va démarrer avec l'actrice qui joue Peyton, donc Hilary Burton Morgan, le nom de son mari. Alors, elle, c'est une actrice, mais également productrice américaine, et elle est née le 1er juillet 1982 en Virginie, de parents qui n'ont rien à voir avec le showbiz. Elle a des frères et sœurs, elle a 3 frères, et ainsi qu'une grande sœur. Et en 2000, elle sort diplômée du lycée. Elle était tout comme son personnage, cheerleader pendant ses années de lycéenne, et même présidente du conseil des élèves et reine du bal de promo. Et c'est d'ailleurs dans ses années collège-lycée qu'elle commence à participer à des pièces de théâtre. Tout ça, ça l'intéresse beaucoup. De ce fait, après l'obtention de son diplôme, elle déménage à New York afin de décrocher du boulot à la télévision. Et elle intègre également l'université Fordham. Elle va y passer 2 ans. Et très rapidement, en septembre 2000, elle intègre la très célèbre émission télé sur la chaîne MTV, TRL, Total Request Live. Alors, pour ceux qui sont de ma génération, les millennials, on a tous vu cette émission sur MTV où ça accueillait les plus grandes stars de la pop à cette époque-là. Il y avait une interview dans les bureaux et après il y avait une scène installée à l'extérieur à Times Square où il y avait plein de célébrités qui se produisaient.
Rachel, je me rappelle de Justin, je me rappelle de Britney, je me rappelle de Fergie. Et ben voilà, Hilary a interviewé beaucoup de jeunes célébrités à cette époque-là. Et d'ailleurs, petite mésaventure, alors ça, elle en a reparlé des années plus tard, quand Ben Affleck avait en gros dit quelques mots par rapport à l'affaire MeToo. Hilary, sur les réseaux, sur Twitter, lui avait rappelé qu'elle n'oubliait pas ce qu'il lui avait fait. Alors justement, qu'est-ce qu'il lui a fait? C'était en 2003, donc elle était toujours présentatrice chez TOL. Et en fait, Ben Affleck lui avait attrapé les seins pendant qu'elle l'interviewait, comme ça, gratos, sans raison. You're always like, I'm just free-spirited. It's so nice to see you. And he wraps his arm around me and comes over and tweaks my left boob. Nice to see you. I don't know what happened, but Hillary all of a sudden was like, ooh. I'm just like, what are you doing? And there was a little squeeze. I don't know. We played the tape over a couple times. Yeah, he pulled that move That's for his sure. move, yeah. Some girls like a good tweakage here and there. I'd rather have a high five. Voilà, petite anecdote. Et 2003, c'est la même année, pendant l'été, où elle va intégrer le casting des frères Scott. Et là, ça va être un petit peu compliqué parce que du coup, elle va devoir jongler pendant un petit moment entre le tournage des frères Scott en Caroline du Nord et l'émission TRL à New York. Donc bon, au bout d'un moment, elle va lâcher l'émission pour se consacrer pleinement aux frères Scott, parce que les allers-retours, c'était plus possible. Donc elle quitte MTV en 2005. Très rapidement, après le début de la série, en 2004, elle fréquente un assistant réalisateur qui s'appelle Ian Prange, avec qui elle se marie, et elle va parallèlement au tournage des frères Scott faire ses premiers pas au cinéma. Donc on va la retrouver dans un film qui s'appelle Our Very Own, également dans un thriller qui s'appelle The List, un autre film Normal Adolescent Behavior, un film d'horreur Solstice, et on la retrouve aussi dans une sitcom pour plusieurs épisodes qui s'appelle Little Britain USA. En 2009, elle et sa co-star Chad Michael Murray décident de quitter la série. Rappelez-vous, ils sont partis avant les autres. On m'avait choqué d'ailleurs. Et elle ne refera une apparition qu'à la fin, dans la saison 9. Eh bien, elle est partie donc pour se consacrer à d'autres projets, notamment la production. Donc, elle va ouvrir une boîte de production, Southern Gothic, qui est spécialisée dans l'écriture, le cinéma, les séries télé. En 2008, elle se sépare donc de son mari, elle divorce de Ian. Mais très rapidement, la même année, elle se met en couple avec Jeffrey Dean Morgan, et rapidement l'année suivante, en 2010, ils vont accueillir un petit garçon qui s'appelle Augustus Morgan, qui va naître le 14 mars 2010. Par la suite, on la retrouve dans un film, ça s'appelle Provinces of Night, et elle va intégrer une série que moi personnellement j'aime bien, en tout cas je l'ai en DVD parce que j'adore Matt Bomer, FBI, duo très spécial, et c'est vrai que j'étais contente de la retrouver là-dedans parce que je l'avais perdu de vue, les films en question là je les ai pas vus personnellement. Donc elle va tourner dans cette série jusqu'en 2013, donc là elle s'installe à New York, et côté film elle va continuer, donc on va la retrouver dans un film indépendant qui s'appelle Black Eyed Dog. Ceux qui regardent la série Castle ont également pu l'apercevoir dans la saison 4, et après elle a fait un téléfilm de Noël, c'était en 2012, ça s'appelle La Liste du Père Noël, et on la retrouve ensuite dans une autre très célèbre série où d'ailleurs son chéri également jouait, j'ai nommé Grey's Anatomy. Et là, elle était dans 3 épisodes de la 9e saison. Et rappelez-vous donc, son chéri Jeffrey, c'était l'amoureux de Liz. C'était dans la saison 1 ou la saison 2. Oh, c'est vieux. J'ai vu que 2 saisons de Grey's Anatomy. Après, j'ai décroché. C'est trop long. Et c'est dur en plus. Il y avait trop de morts. Bon, voilà. Elle a joué dedans. Et alors là, elle va faire quelque chose qui n'a rien à voir. Elle et son mari vont acheter un magasin de bonbons suite au décès tragique d'un de leurs amis. Ils rachètent le magasin donc de cet ami défunt qui est à New York, et ça s'appelle le Samuel Sweet Shop. Et d'ailleurs, pour ceux qui y vont, apparemment, on peut parfois croiser Hilary, son mari et leurs enfants. Oui, parce qu'ils vont avoir d'autres enfants. En 2014, on la retrouve dans un film, Good Old Boy, et dans une autre série pour quelques épisodes qui s'appelle Forever. Ensuite, elle revient à la télévision pour un téléfilm Coup de foudre en sursis, et encore un autre téléfilm, La Reine des Neiges. Elle revient au petit écran en termes de série, ce sera dans un épisode de Togetherness. Ensuite, on la retrouve encore dans une comédie romantique pour la télé, French Romance, et encore dans une nouvelle série qui s'appelle L'Arme Fatale. Avec son chéri, ils accueillent un deuxième enfant le 16 février 2018, George Virginia Morgan. Et là, il arrive à se confier sur
pas mal de soucis de fertilité qu'elle a eu entre ses 2 enfants. Hein. Donc la deuxième, ils ont vraiment galéré à l'avoir. Donc ils se marient le 5 octobre 2019. Donc ça fait maintenant 10 ans qu'ils sont ensemble. Et on apprend donc dans un livre que sort Hilary, qui s'appelle The Reward Diaries, que les fausses couches à répétition, ça a bien failli détruire son couple. Quand on est aveuglé par son corps et après une fausse couche, on a l'impression que notre corps nous a trahis et c'est très difficile à surmonter. Je ne pensais pas souffrir de troubles de stress post-traumatique, mais d'autres personnes m'ont dit que je souffrais de ça. J'ai été la pire version de moi-même. Jeffrey était distant et inaccessible. Je dépensais des centaines de dollars en tests d'ovulation. Je faisais pipi sur des bâtonnets, j'étudiais même les cycles de la lune. Il n'y avait pas de romance, tout était devenu une expérience scientifique. Il se sentait utilisé et ne me répondait pas, puis je me sentais blessée et rejetée. C'était un cycle vicieux et triste. Nous ne savions pas comment nous parler, les choses que j'avais besoin d'entendre, il ne savait pas comment les dire, et les choses qu'il avait besoin que je fasse, je ne pouvais pas les faire, je ne pouvais pas être ce qu'il voulait. J'étais juste un vaisseau et j'étais vide. Toute l'énergie que j'avais allait à Augustus, je n'avais plus rien pour Jeff. Nous avons parlé de notre chagrin, nous avons parlé de la façon dont nous nous sentions tous les deux comme des échecs, nous avons parlé de notre solitude, il était incroyablement vulnérable, il m'a dit combien il m'appréciait et qu'il se sentait bien quand il était avec moi et que cela valait la peine de se battre. Il y avait eu tellement de chagrin ces dernières années, mais Jeffrey et moi avions réussi ensemble. Tant que vous n'avez pas vécu de traumatisme avec quelqu'un, vous ne savez pas quelle est sa langue et il ne sait pas quelle est la vôtre. Voilà, donc finalement ça a fini par s'arranger. Ils vivent à Rhinebeck dans l'état de New York. Ils ont une ferme. Donc ils ont des chèvres, des vaches, des alpagas même. Tout se passe très bien. Côté professionnel, donc entre 2018 et 2019, elle a fait plusieurs téléfilms de Noël à nouveau. Donc la proposition de Noël, un vœu de Noël. On la voit aussi dans une série, Council of Dads. Puis elle intègre également le casting de Walking Dead en 2021 pour un épisode de la saison 10. Voilà pour Hilary. Maintenant passons à sa copine, car elles sont très amies dans la vie, Sophia Bush. Alors elle est née le 8 juillet 82 en Californie à Pasadena, et en plus d'être actrice, elle est également productrice et réalisatrice, mais également activiste. Elle aussi, elle a beaucoup de choses à défendre. Donc c'est en 96 quand elle rentre au lycée Westridge School for Girls. Elle intègre une équipe de volleyball, mais elle doit également, on lui impose de participer à des pièces de théâtre. Et là, elle va se rendre compte, gros déclic, qu'en fait elle adore ça et du coup elle veut devenir actrice. Et d'ailleurs, tout comme son personnage Brooke Davis dans Les Frères Scott, elle a étudié dans la même université qu'elle, donc celle de Caroline du Sud. Elle y est restée 3 ans pour faire des études de journaliste et elle faisait même partie d'une sororité, les Kappa Kappa Gamma. Et pendant son temps libre, elle était même éditrice pour l'émission du campus. Et c'est à l'âge de 20 ans qu'on va la voir pour la première fois sur les écrans. Ce sera dans American Party, dans la saison 1 de Nip Tuck, puis dans Sabrina l'apprentie sorcière. Et ensuite, on la voit dans un film indépendant qui s'appelle Learning Curves, avant d'intégrer donc en 2003 les frères Scott pour le rôle de Brooke. Donc là, pareil, elle quitte la Californie pour s'installer en Caroline du Nord et elle restera jusqu'à la fin de la série, jusqu'en 2012. Et pour info, l'université, elle est partie au bout de 3 ans parce qu'avec le tournage des frères Scott, c'était plus possible, quoi. Donc voilà, elle a choisi la série. Et tout comme Hilary, en parallèle des tournages des frères Scott, parce que généralement, bon, ça dépend des séries, mais les acteurs, ils ont moins 3 à 4 mois de pause entre chaque saison. Et c'est là, en fait, où ils enchaînent à mort les tournages pour des films. Tant qu'ils ont le vent en poupe, ils en profitent. Donc, c'est ce qu'elle a fait également. Donc, on l'a retrouvée dans des films au cinéma, dont un film qui s'appelle Supercross. Et le 16 avril 2005, coup de théâtre, elle épouse Chad Michael Murray, sa co-star dans Les Frères Scott. Mariage qui prendra fin 1 an et 5 mois plus tard. Alors, à l'époque, rappelez-vous, je l'avais mentionné dans ma vidéo sur Paris Hilton, il me semble que c'était bien celle-là, ou je sais plus où je vous en ai parlé, mais
En gros, il y a eu une embrouille parce que Chad a tourné le film La Maison de Cire avec Paris Hilton. Il y avait eu des rumeurs de tromperie, donc il y aurait eu fricotage entre Chad et Paris. C'est pour cela, d'après ce qu'on disait, que Sofia aurait mis un terme à leur relation. Et dans une interview avec Andy Cohen, c'était un petit peu confié, Sofia, en disant qu'elle ne se rappelait même pas comment elle en était venue à vouloir épouser Chad. C'était même pas quelque chose qu'elle avait vraiment envie de faire. Elle dit qu'en fait tout le monde autour d'elle, que ce soit dans sa vie pro que dans sa vie perso, l'a incité à se marier avec Chad. Ce n'était pas quelque chose que je voulais vraiment faire. Comment aurais-je pu laisser tomber tout le monde? Quand votre patron vous dit que vous êtes la seule qui peut faire en sorte qu'une personne vienne travailler à l'heure et que selon l'heure à laquelle commence le tournage le matin, 200 personnes pourront voir leurs enfants ou non le soir. C'est donc pour le bien-être de l'équipe et pour ne décevoir personne qu'elle ne s'est pas défiler et qu'elle a épousé Chad pour qu'il se pointe alors sur les tournages. Mais le porte-parole de Chad Michael Murray a quand même réagi face à ses propos en disant: cette histoire est ridicule, Chad s'est toujours conduit de manière professionnelle et ne se serait jamais marié pour une autre raison que l'amour. Voilà. Alors par contre, vous doutez bien que on a souvent reparlé à Sofia de Chad, et alors il s'est passé quoi? Bon, ça l'a gonflé, clairement. Elle ne voulait plus du tout en parler. Mais en gros, voilà, il y avait à un moment donné un podcast qu'elle a fait avec l'ex-Luthor, Michael Rosenbaum. Il a un podcast qu'il anime, il l'avait invité et voilà ce qu'elle disait. Non, je ne vais pas parler de lui, je n'ai pas la permission parce que j'ai tourné en dérision le fait d'être une enfant stupide et à chaque fois que je le fais, mes propos sont mal compris. On dit que je raconte n'importe quoi sur une personne que je ne connais plus et qui a clairement mûri. Je pense qu'il faut savoir rire de la personne qu'on a été, mais quand les gens me questionnent à propos de cette histoire, cela implique quelqu'un d'autre et cela ne mérite pas que j'y perde mon temps. J'étais une enfant de 21 ans très naïve. Par ailleurs, elles ont également un podcast, les trois filles là, donc Hilary, Sofia et Bethany. Et lors donc d'un podcast, voilà ce que Bethany disait à Sofia. Ce n'est pas rien, tu étais en train de te séparer de la personne avec qui tu formais un couple à l'écran et quelles que soient les circonstances, c'est incroyablement difficile émotionnellement de pouvoir être vulnérable et d'être présente à ce moment-là. Tu as mis ton art devant tout le monde en disant: regardez, c'est ça, je partage mon cœur et voilà. Je trouvais que c'était très beau. Et donc Sofia lui a répondu: les gens peuvent appeler ça comme ils veulent, ils peuvent dire que c'est une question de force, de fierté ou de professionnalisme. Cela peut être vu comme positif ou négatif, mais j'allais toujours faire passer Brooke Davis avant tout le monde et tout le reste. Rien ne comptait plus pour moi que d'être honnête pour elle. Donc voilà, maintenant avec le temps, elle précise aussi qu'elle ne veut plus parler de son ex afin d'être respectueuse envers lui et qu'à force d'avoir affaire à des journalistes entreprenants, voilà, c'est vrai qu'à des moments elle s'était laissée aller à quelques confidences qui n'étaient pas franchement en faveur de Chad, mais que voilà, elle a compris la leçon, maintenant elle préfère se taire. Alors toujours comme je vous dis, entre deux tournages de saison des frères Scott, elle va tourner un film d'horreur qui s'appelle Stay Alive. Puis on la retrouve dans un film que j'avais bien aimé à l'époque, qui avait bien marché, John Tucker doit mourir, avec le jardinier là dans Desperate Housewives, je sais plus comment il s'appelle, Jesse Metcalfe, voilà c'est ça. Et côté couple, en 2006, elle se met avec un nouveau jeune homme qui s'appelle Austin Nichols. Bon alors là, eux, ça va être un petit peu je t'aime moi non plus, ils vont se séparer, se remettre, se séparer, se remettre. Bref. Et toujours cinéma, 2006 encore, elle tourne un thriller qui s'appelle The Hitcher et encore un autre thriller, The Narrows, puis dans une comédie romantique qui s'appelle Les Colocataires. Moi, elle se sépare de Austin Nichols et j'étais pas au courant, entre mai 2008 et avril 2009, elle a fréquenté sa co-star James Lafferty. Nathan, je savais pas du tout, ça devait être un peu gênant quand même sur le tournage. Enfin, vous me direz, Chad il était vite passé à autre chose avec une figurante. Bon, on en parlera après. Bon, ça a pas tellement duré, voilà. Donc après, elle s'est remise à nouveau avec Austin Nichols pour finalement se séparer définitivement en 2012. Mais entre-temps, en 2010, alors il y a une polémique entre Sophia Bush et la marque Urban Outfitters suite à une campagne qu'ils ont fait qui s'appelait Eat Less, donc traduction manger moins. Ah, c'est pas passé pour elle, parce qu'elle a un certain regard sur les troubles alimentaires et notamment avec les personnes qui ne mangent pas. Vous voyez de quoi je parle. Donc elle a appelé les gens à
a boycotté cette marque, donc Urban Outfitters, et elle a également demandé à ce qu'ils présentent des excuses publiques. Alors la marque s'est défendue en disant que c'était une blague. Bon, franchement, c'est une blague de très mauvais goût, hein, je trouve. Et justement, donc, par rapport à tout ça, comme je vous disais, c'est une activiste, hein, j'allais l'appeler Brooke, Sophia. Donc oui, donc déjà, voilà, elle parle beaucoup hein, par rapport à ça, les troubles alimentaires et tout. Elle met beaucoup en garde les jeunes filles. Et elle soutient d'ailleurs une association qui s'appelle True White Love on Her Arms, qui aide également les personnes mal dans leur peau, donc qui ont des problèmes de dépression, qui ont des pensées où ils mettent un terme à leur vie, vous voyez, et également ceux qui souffrent d'addiction. Et donc à côté de tout ça, elle soutient aussi pas mal d'autres causes, hein, dont le Bangladesh et l'Afghanistan. Donc ça, c'est plus de la sensibilisation en fait qu'elle fait auprès du public hein, par rapport à tout ce qui ne va pas d'un point de vue sociétal dans ces pays-là. Elle lutte également pour les droits des homosexuels, pour la cause animale, pour l'environnement et encore d'autres choses. En 2012, elle tire sa révérence donc avec la fin des frères Scott pour enchaîner très vite avec une nouvelle série qui s'appelle Partners. Malheureusement, la série va très vite être annulée au bout de 13 épisodes. Et côté cœur, en 2013, pendant un an, jusqu'en 2014, elle va fréquenter Dan Fredinburg, qui est le manager programmeur de chez Google. Et c'est triste parce qu'elle se sépare de lui en 2014 et il décède l'année suivante, en 2015. Il est en train de grimper le mont Everest, donc il est décédé. Et elle l'a très très mal vécu. Elle en parle très difficilement, hein, on la comprend. Et là, donc 2014, donc, quand elle se sépare de lui avant cette tragédie, on la retrouve dans une série, encore une autre, hein, qui s'appelle Chicago Police Department. C'est un spin-off de la série Chicago Fire. Et ça va aussi très mal se passer là-dedans. Elle n'a pas de chance, décidément. Après les frères Scott, Chicago PD, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a révélé avoir été victime de harcèlement sur le plateau de Chicago PD, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est partie de la série après la 4e saison. Donc à l'époque, elle n'avait pas donné de raison hein, sur son départ. J'ai réalisé que je me noyais. Je me suis rendu compte à quel point j'étais malheureuse d'aller au travail tous les jours. C'était comme si j'étais prisonnière d'un immeuble en feu. J'étais malheureuse alors que c'était le job de mes rêves. Alors, d'après elle, il y avait des personnes qui ne la respectaient pas sur le tournage, et ce depuis la saison 2. Donc pour elle, environnement toxique, pas possible quoi. Donc à la fin de la saison 3, elle avait posé un ultimatum aux producteurs en disant voilà, nous sommes là, vous êtes au courant, s'il n'y a pas de changement, je partirai à la fin de l'année. Bon, force est de constater que malgré cet ultimatum, ça n'a rien changé. Donc là, clairement, les noms ont été lâchés, hein. Il s'agissait donc de Jason Begg, celui qui jouait Voight. Donc voilà, il a été accusé de harcèlement intime, hein, vous avez compris. Et c'est là où c'est très rageant, parce qu'il n'y avait pas encore les accusations par rapport aux frères Scott qui avaient éclaté au grand jour. Donc quand elle a voulu dénoncer ce qui lui arrivait sur le tournage de Chicago PD, les gens lui ont dit, attendez, je cite, c'est soit les frères Scott, soit Chicago PD, sinon personne ne te croira. Tu vas devoir choisir. Tu peux soit raconter l'histoire de ton premier patron, soit celle de ton collègue, mais tu ne peux pas raconter les deux parce que cela donnerait l'impression que c'est de ta faute. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a laissé tomber en fait les accusations sur le tournage de Chicago PD, mais par contre elle a choisi de s'attaquer aux frères Scott. Donc elle a rédigé une lettre avec ses co-stars et d'autres femmes, hein. Voilà, je vous ferai tout le débrief demain parce qu'elles étaient 18 à se plaindre du créateur de la série. Donc voilà, elle dit qu'elle ne regrette pas sa décision, mais elle aurait voulu être libre d'en parler, quoi, libre de dénoncer tout le monde. Et ce qui est d'autant plus frustrant pour elle, c'est que, donc comme je vous dis, hein, c'est dès la saison 3 de Chicago PD qu'elle a commencé à poser un ultimatum. Donc ça s'est su hein, au sein de la série. De toute façon, les gens ont des yeux, ils voient très bien ce qui se passe. C'est pas pour autant qu'elle a été soutenue. Donc ses collègues, ils lui disaient « Je t'aime tellement, tu es notre meilleure amie ». Pourtant, il n'y en a pas un seul qui a pris la parole et qui s'est impliqué, hein, qui s'est mis de son côté à elle. Et elle ajoute « Je sais que certains d'entre eux sont furieux que je parle de cela lorsque nous évoquons cette série, mais vous savez quoi? Je m'en fiche. La peur qu'ils ressentent sur le fait que je continue à en parler devrait les inciter à mieux se comporter sur tous les plateaux de tournage. Ils devraient avoir peur. J'ai réalisé que
pensant que j'étais une dure à cuire et que je faisais ce que je devais faire, je me rendais au travail, je me suis programmée pour tolérer l'intolérable. Mon corps était en train de s'écrouler parce que j'étais vraiment, vraiment malheureuse. Et puis il y avait des jours où quelqu'un me disait « Oh mon Dieu, il est de retour !» Donc le collègue. Et là, on assistait à des agressions et des comportements abusifs constants. Vous commencez à perdre votre chemin quand quelqu'un vous agresse dans une pièce pleine de monde et que tout le monde détourne les yeux, regarde le sol ou le plafond. Quand vous êtes la seule femme dans la pièce et qu'aucun homme qui fait le double de votre taille ne réagit, voilà. C'est pas bon quoi. Elle a pas expliqué pourquoi elle avait quitté la série comme ça. Du coup, de reste, ça n'allait pas pour elle. Elle s'est mangée une vague de haine de la part des gens, des fans, téléspectateurs et tout, parce qu'elle était partie. Donc elle a rédigé un long message où elle parlait justement des haters, elle réglait ses comptes avec eux, donc voilà ce qu'elle avait posté. Être attaquée par des groupes de fans, entre guillemets, qui critiquent ta vie, tes choix et ton bonheur dans des chats privés, c'est vraiment dégueulasse. Je traduis autrement parce que c'est un gros mot. Être tout le temps attaqué par des trolls et critiqué pour chaque choix, c'est aussi immonde. On ne peut pas plaire à tout le monde, et bien apparemment, on peut être démoli par tout le monde. Chaque jour, sans fin. Vous pensez que je n'en dis pas assez sur ma vie, que je vous dois quelque chose? Vous ne me connaissez pas. Vous ne connaissez personne que vous ne fréquentez pas en fait. Souvenez-vous que nous sommes tous humains et essayons d'être meilleurs en tant qu'être humain. Voilà, qui était bien dit, je trouve. Bon, en 2015, elle a une aventure quand même avec l'un de ses partenaires sur Chicago PD et a créé complètement autre chose. La même année, elle va créer une marque de parfums et de produits de beauté, I Smell Great, donc une marque éco-responsable. Alors, on va la retrouver dans un film qui s'appelle Marshall et dans un autre film aux côtés de Bruce Willis, bon, un film d'action, Act of Violence, en 2018, avant d'intégrer en 2019 la dernière saison de Jane the Virgin. J'aimerais bien voir ça. J'ai jamais fini cette série. Pareil, Jane the Virgin. Je me suis arrêtée quand il y a eu Britney Spears. Après, j'ai pu regarder. Alors, octobre 2019, coup de théâtre sur Instagram. Sophia Bush, afin d'être encore plus proche de ses fans, elle va donner son numéro de téléphone. Alors, tout le monde a cru que c'était un canular. Pas du tout. Donc, elle a vraiment donné son vrai numéro de téléphone en story. Mais elle a également fait une vidéo. Si vous avez raté la story, envoyez-moi un SMS au 213. Bon voilà, deux numéros. C'est pour de vrai. Je veux tenter une nouvelle façon de communiquer avec vous au fil du temps. Je sélectionnerai les personnes avec qui je vais communiquer quotidiennement sur plein de sujets. Alors en 2020, elle se met en couple avec Grant Hughes, qui est un entrepreneur qui fait partie du monde de la télévision. Ils étaient déjà amis depuis une dizaine d'années avant de se mettre ensemble. Et c'est en août 2021 qu'il la demande en mariage sur le lac de Como en Italie. Ils se sont dit oui l'année suivante en juin. Malheureusement, là, le mois des divorces, août 2023, le 4, demande de divorce déposée. Voilà, Sophia et Grant, malgré leurs 10 ans d'amitié, leur grand amour, tout ça, ils ont décidé de rester bons amis et de continuer quand même à gérer leur association ensemble. Voilà les dernières news de Sophia Bush. Passons maintenant à son ex-mari, Chad Michael Murray. Alors lui, il est né le 24 août 1981 à Buffalo et il est acteur, réalisateur, producteur, mannequin et aussi scénariste. Alors lui, il n'a pas eu un départ facile. Sa mère l'a abandonné quand il était tout petit. Il avait 10 ans. Famille pauvre, donc tout le monde se moquait de lui. Il faudra qu'on m'explique un jour comment la pauvreté peut être un sujet de moquerie. Je ne comprendrai jamais ça. Bref, traumatisé de la scolarité, il en a des très mauvais souvenirs à cause de tout ça, tu m'étonnes. Mais il était très sportif, il aimait beaucoup le football américain. Malheureusement, il finit par se blesser lors d'un match et il est alité pendant 4 mois. Et comme la carrière sportive c'est un peu mort c'est sous les conseils d'une infirmière qu'il va se mettre au mannequinat et c'est 2 ans plus tard qu'il va être repéré et qu'on va lui proposer de s'installer à Hollywood pour tenter sa chance en tant qu'acteur. C'est ce qu'il fait en 99 après avoir obtenu son diplôme. Il part à Hollywood, donc on le voit en tant que mannequin pour diverses marques très connues de l'époque quand même, Skechers, Tommy Hilfiger, Gucci et aussi dans des petits rôles à droite à gauche pour la télé. Alors pour ceux qui se souviennent, on l'a vu dans Gilmore Girls, dans Dawson et côté film, il en fait un téléfilm, The Lone Ranger, mais je pense que beaucoup se rappellent de lui dans
dans Freaky Friday aux côtés de Lindsay Lohan, bien sûr. My loneliness is killing me, and I must confess, I still believe. Excuse me? I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby. Et bah c'est juste après ce film justement que donc il est embauché sur le tournage des Frères Scott en 2003. Alors justement, et lui, son truc, c'était pas le basket, hein, donc c'était le football américain. Donc il avait un petit peu du mal à jouer le joueur de basket dans la série. J'étais très nulle quand nous avons commencé la série. Je n'avais jamais touché un ballon de basket de ma vie. J'ai eu le job et je me suis tout de suite entraînée avec un coach. Je jouais tous les jours. En revanche, James, donc son partenaire, Nathan, personnage, sait jouer. Ce mec est super bon, il est incroyable, mais il a joué toute sa vie. Donc ce n'était pas juste. Oui, parce qu'on parlera de James, mais lui c'était déjà un basketteur de haut niveau, enfin, il jouait très bien en tout cas. Bon alors là forcément, lui aussi il a tourné entre deux saisons, comme Cendrillon avec Hilary Duff que j'ai adoré. Bon, la fameuse Maison de cire, Les Soldats du désert avec Samuel L. Jackson et 50 Cent. Bon, comme je vous dis, il y a eu l'histoire aussi avec Sophia Bush, bon bah c'était aussi son mariage, donc j'en parle ici aussi. Il l'avait demandé en mariage en mai 2004, il s'était marié le 16 avril 2005 à Santa Monica et finalement divorce prononcé en décembre 2006. Alors justement, infidèle ou pas infidèle, fricotage avec Paris ou pas fricotage avec Paris. Donc voilà ce qu'il dit. Les médias s'amusent à me prêter des aventures avec toutes les actrices qui croisent ma route. Du coup, sur le tournage de Freaky Friday, je serais sortie avec Lindsay Lohan, en enchaînant ensuite avec Hilary Duff sur le tournage de Comme Cendrillon, et le pompon, j'aurais été le fougueux amant de Paris Hilton sur le tournage de La Maison de cire. Ces rumeurs sont évidemment flatteuses, mais elles sont toutes fausses. C'est lui qui me dit. Donc après ça, dès qu'il se sépare de Sophia, je vous dis, c'était gênant à l'époque quand je suivais toute l'histoire, il s'est mis avec une figurante des Frères Scott qui s'appelait Kenzie Dalton. Il s'était même fiancé en avril 2006. Bonjour l'ambiance sur le tournage. Bon, vous me direz, après, Sophia, elle est bien sortie vite fait avec James. C'est bizarre quand même ces ambiances. Enfin bref. Toujours est-il qu'en 2009, donc comme je vous disais tout à l'heure pour Hilary, bon bah il quitte la série, ils partent tous les deux main dans la main et il revient lui aussi à la fin pour la 9e saison. Pour lui, il a quitté les Frères Scott au bon moment, mais il a quand même quelques regrets. Alors concernant quoi? J'aime tout dans les Frères Scott et surtout le chemin parcouru. Quand vous faites partie d'une série qui a touché et apporté de la lumière à tellement de gens, vous ne pouvez que vous sentir humble et honoré. Je suis reconnaissant de tout cela. Je pense que beaucoup d'entre nous avaient senti que la série avait ce potentiel de durer et de toucher autant de gens. Si je devais dire quelque chose aux jeunes que j'étais à l'époque, ce serait de prendre sur soi encore plus et d'en profiter, peu importe les longues heures. Chaque moment était un cadeau. Je lui dirais aussi de garder le plus de souvenirs de Lucas possible, de ses costumes et de ses accessoires, de glisser un ballon de basket dans son sac à dos. J'ai gardé mes maillots et les chaussures de Lucas, juste 2 ou 3 choses, mais pas assez. J'aurais dû emporter des ballons pour les encadrer dans la chambre de mes enfants. Voilà, son petit regret. Alors, il quitte la série. Il a eu une vie très discrète, Chad, mine de rien, l'air de tout. Moi, je me rappelle, je l'ai vu dans le clip d'Alicia Keys, Unthinkable. Ouais, donc Alicia Keys qui s'était payé Chad Michael Murray pour son clip, on était contente. Mais c'était un très beau clip. Ensuite, on va le retrouver dans des téléfilms, Le Secret d'Eva et L'Ange des Neiges, puis dans une série pour quelques épisodes qui s'appelle Southland, et dans d'autres films, je ne vous cache pas que j'en ai vu aucun. True White, Love on Her Arms, The Haunting in Connecticut 2, Caveman, Madea Christmas, Le Chaos, avec Nicolas Cage pourtant, ça me dit rien. Et un petit peu à l'image de son personnage Lucas, Chad adore l'écriture, donc il sort un livre, un roman, Everlast, qui se présente sous forme de BD, et ça sort en décembre 2011. Bon bah juste après, l'année suivante, après 7 ans de relation, il se sépare de Kenzie, et la même année, pas longtemps après, dès novembre 2013, il entame une relation avec une actrice australienne,
Nikki Whelan, mais ça va durer que 6 mois avant de se mettre en couple avec celle qui deviendra sa femme et la mère de ses enfants, Sarah Romer. Bon, entre-temps, dès la même période, dès 2013-2014, on le voit dans pas mal d'épisodes de la série Chosen, et c'est d'ailleurs là qu'il a rencontré Sarah. Puis encore dans d'autres épisodes d'une mini-série Texas Rising, et encore dans une autre série, une série Marvel Agent Carter, avant de le retrouver au cinéma dans Other People's Children ainsi que Outlaws and Angels, et il retourne à la télévision pour la série Scream Queens. Il apparaît dans un épisode. Alors, c'est en janvier 2015 qu'on apprend qu'il s'est marié en toute discrétion avec sa chérie et qu'ils attendent leur premier enfant. Donc le 31 mai 2015, il devient papa d'un petit garçon et on apprend qu'il attend un deuxième enfant, une petite fille qui naîtra le 14 mars 2017, et la même année, il publie un second roman, American Drifter. Donc vous l'aurez compris, il a un peu multicasquette, notre Chad. Il écrit, j'ai oublié de le préciser, mais c'est le cas pour lui, pour Hilary, pour Sophia et même pour James. Ils ont pu, comme beaucoup d'acteurs qui jouent dans des séries sur du long terme, ils ont parfois pu toucher à la réalisation. On leur confie parfois la réalisation de plusieurs épisodes. Donc voilà, ils ont aussi la casquette réalisateur à certains moments. Bon j'ai oublié de le préciser, je le cale là discrètement. Mais au-delà donc de tout ça, il soutient aussi de son côté pas mal de choses. Il fait des dons régulièrement, notamment à un hôpital, l'hôpital dans lequel lui-même il est né et où son père était né avant lui. Il a créé aussi des vêtements, plusieurs lignes de vêtements qui faisaient souvent écho aux frères Scott, afin qu'une partie des bénéfices de la vente soit reversée justement à cet hôpital, mais aussi à la fondation Eric Wood qui vient en aide aux patients atteints de maladies et de handicap. En 2017, il intègre une nouvelle série, Sun Records, qui malheureusement s'arrête au bout de même pas une saison, quoi. Et on va le retrouver à la télévision, dans des téléfilms. Donc on va le voir dans La Maison sur la plage, Camp Coldbrook, La surprise de Noël, encore une autre série qui s'appelle Star. On l'aperçoit aussi dans la saison 3 de Riverdale. Alors je suis passée à côté, en même temps je crois que Riverdale saison 3 c'est là où j'ai décroché, donc je ne l'ai pas vu malheureusement, parce qu'en plus il a un petit rôle récurrent. On le voit dans 7 épisodes, puis il rejoue dans un autre film, Virtual Games, et un autre téléfilm de Noël encore, Five Cards for Christmas. En 2021, il joue le tueur en série Ted Bundy dans un téléfilm, Ted Bundy American Boogeyman, et il enchaîne ensuite un autre film qui s'appelle Fortress, avec la suite Fortress Sniper's Eye avec Bruce Willis et encore le jardinier de Desperate Housewives, Jesse Metcalfe. Et là, on a appris très récemment qu'il était encore papa. Merci à tous pour cet accueil chaleureux et plein d'amour. Tout le monde est en bonne santé et aimé. Donc, il nous a montré, pas le visage, mais la jambe de sa fille parce qu'elle a une petite tache de naissance en forme de cœur. Trop mignon. Et on a vu justement qu'Hilary le félicitait et tout parce que oui, il est resté très pote avec Hilary. Alors, il nous reste 2 personnages. Désolée, cette vidéo est un petit peu longue, mais il y a beaucoup de personnages. James Lafferty, Nathan. Il est né le 25 juillet 1985 en Californie. Et il a un frère qui est aussi acteur, Stuart. Alors lui, tout petit, il a fait des pubs, de la figuration dans des séries, Beverly Hills, Dr. Queen, femme médecin. À 16 ans, il décroche un rôle dans un film qui s'appelle Boys on the Run. Puis il enchaîne avec un autre film où il joue un personnage qui fait du basket, donc c'est pratique pour lui, Season of the Brink. Et donc là, nous arrivons en 2003. À ce moment-là, James, il sort du lycée, diplômé, très bien. Il s'inscrit à l'université d'État de Californie à Long Beach. Il n'intégrera pas cette université parce qu'il est pris pour jouer dans Les Frères Scott. Et donc, comme je vous disais, tout comme son personnage Nathan, James est fan de basket. Il a jamais utilisé de doublure lors des matchs sur le tournage de la série. Et justement, il confiait à Halluciné que sa scène préférée dans la série concernait le basket, justement. Je dis toujours que mon épisode préféré est celui du championnat de Caroline du Nord dans la saison 4, épisode 9. Les Ravens gagnent la compétition. Nous avions tourné dans l'aréna de la NC State University
Et en tant que fan et amoureux du basket, c'était comme un lieu sacré et un moment incroyable. Donc comme je vous disais, lui aussi, on lui a confié la réalisation de plusieurs épisodes au cours des saisons. Et il participait aussi à des événements qui avaient lieu, parce qu'encore une fois, les frères Scott, c'était tellement un truc de dingue à l'époque, qu'il y a eu des événements sportifs rattachés à la série qui ont eu lieu, afin de récolter des fonds pour des bourses d'études sportives. Donc il y a participé plusieurs années. Comme je disais, donc il y a eu fricotage avec Sophia Bush entre mai 2008 et avril 2009, et ensuite en juin 2009 jusqu'en mai 2010, il a fréquenté une autre actrice des frères Scott, Chantel Van Soten. Et côté cinéma, on a pu le retrouver dans Donnie Darko 2, l'héritage du sang. Il se sépare de Chantel Van Soten. Il va se mettre avec Eve Hewson, qui est la fille du chanteur Bono. Ils vont rester 5 ans ensemble, jusqu'en 2015. Bon, en 2010, il produit un docu-réalité qui s'appelle Wildlife, A New Generation of Wild. Puis il tourne dans un western qui s'appelle Cavale aux portes de l'enfer. Et donc là, on arrive à l'époque où la série Les Frères Scott se termine. James retourne vivre en Californie et il décroche un rôle dans un film qui s'appelle Lost on Purpose, et on le retrouve ensuite dans un film d'horreur, The Mirror, et il enchaîne avec 13 épisodes dans une série qui s'appelle Crisis. Alors justement, James s'est exprimé par rapport à l'arrêt de la série sur ses projets d'avenir, tout ça. Justement, il a déclaré qu'il s'était senti un peu perdu quand la série s'est arrêtée et qu'il n'était pas du tout pressé de retrouver un autre rôle à tenir pendant plusieurs années, comme il a tenu le rôle de Nathan. Donc voilà ce qu'il déclare: depuis la fin des frères Scott, j'ai vraiment aimé aller à droite à gauche, avoir des rôles secondaires dans des séries ou des films qui m'intéressaient. Les frères Scott a duré si longtemps et j'ai aimé pouvoir découvrir quelle serait ma place dans le futur. Et c'est donc en 2015 qu'on le retrouve dans un autre film qui s'appelle Waffle Street, et la même année, il se met en couple avec une actrice australienne, Alexandra Park, et là il va être inclus dans la série The Royals. Il va réaliser 5 épisodes, donc ce sera entre 2015 et 2018. Donc là il est passé à la réalisation, mais toujours en tant qu'acteur. On le voit apparaître dans quelques épisodes d'une autre série qui s'appelle Underground, avant de décrocher un rôle dans un film, un thriller, Small Town Crime. Et là, il va se lancer dans un projet de série dont il va être le réalisateur, le producteur exécutif, mais aussi le co-scénariste. Et ça s'appelle Everyone is Doing Great. Donc, il joue également dedans un jeune homme qui s'appelle Jeremy Davis, qui a du mal à renouer avec le succès après avoir été la star d'une grosse série. On peut dire que ça sent le vécu. Donc, à ce propos de ça, il disait: je peux comprendre ce que traverse Jeremy dans notre série en me basant sur ma propre expérience, du fait d'avoir été dans Les Frères Scott et d'avoir été si jeune dans cette série et peut-être un peu naïf. Je pensais qu'après la série, les choses seraient plutôt faciles pour moi, que ce serait facile de retrouver du travail à la télévision, mais en sortant des Frères Scott, je me suis retrouvée confrontée à la réalité. C'était un véritable signal d'alarme quant à la façon dont ce milieu est incroyablement compétitif. Voilà, donc suite à ce projet, on le retrouve en 2018 dans quelques épisodes d'une série, The Haunting of Hill House, avant de tourner dans L'étoffe des héros, qu'on peut voir sur Disney+. Et à propos de cette série, il dit: j'ai l'impression que j'ai enfin trouvé un foyer d'une certaine façon et un rôle dans lequel je me sens bien, que j'ai de la chance de jouer. Je ne peux pas parler pour les gens qui regardent, mais pour moi, passer des frères Scott à L'étoffe des héros, personnellement, ça me va bien. Ça m'a semblé naturel et je suis incroyablement reconnaissant de ça. Donc voilà, depuis 2020, il joue dans cette série. Et la même année, toujours en 2020, il se fiance avec sa chérie, Alexandra Park, et il se marie 2 ans plus tard, le 23 mai 2022. Et là, récemment, en juillet 2023, il a partagé sur les réseaux sociaux des maillots de basket qui étaient en édition limitée. Vous achetez un maillot, vous aidez les personnes qui ont besoin d'insuline. Donc voilà, il mène une vie assez discrète, il n'a pas trop fait parler de lui. Et pour finir, on va parler un peu de Bethany Joy Lenz, née le 2 avril 1980.
81. Elle est chanteuse, actrice. Elle avait déménagé au Texas avec sa famille quand elle était toute petite. Elle avait 4 ans, donc elle a grandi là-bas. Et elle, justement, ses parents ont tout de suite vu qu'elle avait un grand talent, justement, pour tout ce qui était artistique. Donc, dès ses 6 ans, ils vont l'encourager, ils vont l'inscrire à des cours de claquettes, des cours de théâtre, de danse, tout ça. Elle va faire plein de petites représentations. Et en 93, la famille déménage, donc ils passent du Texas au New Jersey, et là elle va commencer à faire des castings, donc elle va apparaître dans des publicités, et c'est en 97 qu'elle obtient son premier rôle au cinéma. Donc on la voit dans le film La peau sur les os, ensuite on la voit dans quelques épisodes d'un soap opéra qui s'appelle Haine et passion, et quand elle finit le lycée, elle décroche un rôle dans un téléfilm qui s'appelle Marie et Rhonda, et quand sa participation à Haine et passion, parce qu'elle est restée 2 ans dans ce soap opéra, se termine, elle chante, elle crée un groupe donc qui se produisent avec des amis dans des cabarets new-yorkais, mais ensuite elle décide d'aller s'installer à Los Angeles, et là elle obtient un rôle dans une comédie musicale qui est une adaptation de Happy Days, et ensuite elle va enchaîner elle aussi, comme ses camarades, plusieurs apparitions dans des séries: Charmed, Felicity. En film, on la voit dans American Girls 2, et en parallèle, elle travaille aussi en tant que fleuriste pour arrondir ses fins de mois. Côté musique, elle sort quand même un EP qui s'appelle Pre-Incarnate, et c'est donc là on en arrive en 2003, elle intègre donc le casting des frères Scott. Alors grâce aux frères Scott, elle a pu chanter, donc elle a pu aussi partir en tournée. Donc ça c'était en 2005. Il y a eu une tournée qui s'appelait One Tree Hill Tour, et elle a également sorti un deuxième EP, Common Home, et cette même année elle épouse son chéri Michael Gailotti, qui est lui aussi musicien. Quelque temps plus tard, en 2008, elle forme encore un autre groupe avec une amie, donc un petit duo qui s'appelle Everly. Elles vont sortir divers albums, et elles vont également chanter dans les frères Scott. Elles ont fait également des concerts, mais après 4 ans, les deux femmes se séparent, chacune fait carrière solo. Bon, elle, pareil, comme les autres, je vous disais, elle va aussi réaliser quelques épisodes des frères Scott, et c'est en 2009 qu'elle se consacre à la réalisation elle-même, donc d'une comédie musicale, et c'est la comédie musicale donc de N'oublie jamais de Nicholas Sparks. C'est son roman préféré, donc elle voulait absolument l'adapter en comédie musicale, et il va être joué là-bas en Caroline du Nord, afin justement d'avoir des acheteurs en fait pour le produire et le jouer à Broadway. Malheureusement, ça va tomber à l'eau, personne ne va le signer ce spectacle. Du coup, elle se tourne vers la restauration avec son mari. Ils ouvrent un restaurant en juillet 2009 qui s'appelle Galeotti's, et ils vont ensemble avoir une petite fille, Maria Rose, qui va naître le 17 février 2011. Malheureusement, 1 an plus tard, Bethany divorce de son mari, et donc ils ferment également leur restaurant. Et là, l'année suivante, elle va renouer avec un ancien collègue du soap opéra Haine et passion qui s'appelle Wes Ramsey. Donc ils vont se mettre en couple en 2012 et ils vont rester ensemble jusqu'en 2015. Et elle, parallèlement, elle va encore sortir des albums, Then Slowly Grows, ainsi que Your Woman. Et là, on en arrive donc à la fin de la série Les Frères Scott. Donc elle retourne s'installer sur la côte ouest, et on va l'apercevoir dans des séries. Donc Men at Work, mais aussi dans la 8e saison de Dexter, et dans une web-série, Sock Monkey Therapy. Et là aussi, un petit peu comme ses camarades, on va la voir dans des téléfilms de Noël. Donc en 2014, ce sera Le Médaillon de Noël. Et pour justement Noël de la même année, elle sort encore un nouvel EP avec 4 chansons. Donc cet EP devait être une première partie d'un album qui était annoncé, mais qui finalement ne verra pas le jour. Il y a eu un contentieux judiciaire avec son producteur avant de tourner à nouveau dans un film qui s'appelle Extorsion. Ça, ce sera en 2015. Et là, c'est un peu les années de vache maigre, comme on dit. On va l'apercevoir dans quelques séries. On va la voir dans Marvel, Les Agents du Shield, également dans American Gothic, Colony. Elle retourne au téléfilm de Noël. Ce sera pour Snowed In Christmas, avec le clip du film qui va avec, How About You. Et encore une apparition dans une série, Grey's Anatomy, dans la saison 14. Puis une comédie
romantique, bon pas de Noël cette fois-ci, un prince à marier. Depuis 2018, elle sort avec un acteur, Josh Kelly, et elle a tourné dans le spin-off de la série Suits, Pearson. Et là, comme je vous disais, elle fait également partie du podcast qu'elle a lancé avec Sophia Bush et Hilary Burton, qui s'appelle Drama Queens. Donc elles l'ont lancé en 2021. Et voilà ce qu'on a appris là récemment. Je cite donc Bethany, j'étais dans une secte pendant 10 ans. Donc elle a quitté la communauté après avoir été témoin de nombreux abus. Tant de gens se sont trompés au nom d'un Dieu que j'aime et que je chéris, que j'estime qu'il est de mon devoir de m'exprimer pour tous ceux qui sont prêts à l'entendre. La hiérarchie de cette église, entre guillemets, le niveau d'abus que j'ai constamment vu se dérouler dans les coulisses et la façon dont tout est centré sur le leader sont le manuel parfait des sectes. La guérison est différente pour chacun en fonction de l'expérience du traumatisme. J'ai dû partir de ma compréhension personnelle de Dieu et des expériences que j'ai vécues. Ensuite, j'ai dû revenir à ce que j'étais avant et m'en souvenir, puis reconnaître qu'il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas. Donc elle est en train d'écrire ses mémoires et pour elle, elle dit que c'est très difficile de revenir sur cette période douloureuse, mais pour elle, c'est quelque chose de nécessaire à faire. Donc le nom de la secte n'a pas été divulgué. Donc elle raconte que pendant les frères Scott, elle restait donc 9 mois par an en Caroline du Nord. J'ai fait beaucoup de vols aller-retour, beaucoup de gens en visite et des choses comme ça, mais ma vie s'est vraiment construite en Caroline du Nord. Je pense que la séparation physique a fait une grande différence quand il était temps pour moi de me réveiller. L'ironie est que j'ai loupé tant d'opportunités parce que j'ai donné la priorité à ce groupe. J'étais au sommet de ma carrière, recevant des offres pour de grands films et des spectacles de Broadway. Tout ce pourquoi je m'étais entraînée, tous mes rêves d'enfant se réalisaient et j'ai dit non à tout cela pour pouvoir aller vivre avec ce petit groupe de personnes éloignée, convaincue que je faisais un noble sacrifice spirituel. On est d'accord que là, le petit groupe, c'est pas les frères Scott, c'est la secte. Je vais vous le dire, tout groupe qui vous demande de croire chaque détail de ce qu'il croit afin d'être aimé sans condamnation, s'il vous plaît, courez dans l'autre sens, juste courez. Et donc voilà les toutes dernières révélations de Bethany, une secte. Qu'en pensez-vous? Finalement, la grosse cassure quand même a eu lieu entre Chad et Sophia, on peut comprendre, mais sinon on voit que les trois filles, même encore maintenant avec leur podcast et tout, qu'elles sont restées très soudées. Je vous expliquerai demain en quoi parfois ça a été tendu, parce qu'il suffit qu'il y ait une pomme pourrie pour que ça contamine tout le panier. Donc il y a parfois eu des soucis, mais c'était pas à cause d'eux. Tout ça, je vous le dirai demain. Mais c'est quand même bien de voir qu'après toutes ces années, il n'y a rien en fait de mal entre eux. Voilà, il n'y a pas eu, je vous dis, sauf le divorce. Voilà, l'histoire entre Sophia et Chad. Sinon, tout le monde s'entend bien. Voilà, donc écoutez, je vous retrouve demain pour la suite des événements. Et je remercie encore Nextory d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas, pour les 40 jours offerts, vous avez le lien ici, mais encore une fois, en barre d'infos. N'hésitez pas. Et moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à demain. Ciao.